Catherine Bertram, cycliste, triathlète et directrice générale de la fondation Homestretch, qui propose un logement gratuit aux athlètes professionnels victimes d'inégalités salariales. Howard Megdal, journaliste sportif, commentateur et auteur de Devenir Caitlin Clark, la prochaine biographie de la joueuse Women's National Basketball Association qui a battu tous les records, se joint à nous. Pour compléter notre panel, nous accueillons Pearl, youtubeuse et commentatrice culturelle et politique américaine. Bienvenue à vous toutes et tous dans Counterpoints. Eh bien, en 2024, le salaire médian des joueuses de la Women's National Basketball Association ne représentait que 2% de celui de leurs homologues de la NBA. Et on pourrait dire que le basket masculin rapporte tout simplement plus d'argent, beaucoup plus d'argent. Mais si l'on considère les choses en pourcentage, les joueurs de la NBA reçoivent environ 50% des revenus de la Ligue, tandis que les femmes n'obtiennent qu'un peu plus de 9% des revenus. Alors Catherine, commençons avec toi. Est-ce que c'est juste? Oh, bien sûr, ce n'est pas juste. À notre époque moderne, nous devons payer les femmes de manière égale. Je viens du cyclisme professionnel où nous faisons face au même écart salarial entre les sexes. Et peu importe le sport à travers le monde, le fait est que les sports féminins et même au-delà du sport, les femmes dans le monde entier sont moins bien payées que les hommes. Il est temps que nous changions vraiment cela, et pas centime par centime ou dollar par dollar, mais jusqu'à atteindre une véritable égalité. Perle, qu'en penses-tu? Quelle différence entre bénéfices et chiffre d'affaires? Vous le savez. D'accord, évidemment, tu as quelque chose à dire, alors vas-y. Non, je pose la question parce que si tu vas affirmer qu'on doit avoir des revenus égaux, d'accord, quelle est la différence? Dis-moi, est-ce qu'elle sait? Eh bien, la différence, c'est la visibilité et le fait que les femmes ne sont pas présentes sur les plateformes visibles. En fait, ce n'est pas correct. Si tu ne le sais pas... Non, tu ne le sais pas. Mais non, mais Perle, pour revenir à la question que nous avons posée, est-ce juste que les femmes reçoivent un pourcentage moindre de l'argent qu'elles génèrent dans le sport? Tu connais la réponse. C'est incroyable. Les revenus sont ce que la Ligue rapporte. Le bénéfice, c'est ce que ça rapporte moins les dépenses. Donc, je m'en fiche si tu rapportes 2 millions de dollars, mais que tu dépenses 3 millions de dollars. Tu perds quand même de l'argent. Donc, les revenus ne comptent pas. Je vais intervenir et souligner quelques points. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, il est évident que ce n'est pas aussi simple que bénéfice contre revenu parce que, par exemple, il y a des propriétaires d'équipes de la Women's National Basketball Association dont les actifs augmentent de façon exponentielle. Donc, que le bénéfice ou la perte soit de X montant, cela ne prend pas en compte le fait que des équipes qui valaient 10 millions de dollars il y a 5 ans valent maintenant 400 ou 500 millions de dollars également. Il n'y a pas de pénurie d'investissement qui arrive. Mais il y a un problème plus important ici, et c'est de centrer les hommes autour de ces questions plutôt que... Oh, je t'ai laissé parler. Je vais continuer et finir. Centrer les hommes autour de cela au lieu de simplement trouver une réponse de base à la question « Quel est le montant approprié du revenu total que les joueurs devraient recevoir d'une ligue, qu'il s'agisse d'une ligue masculine ou d'une ligue féminine ?» Et ensuite déterminer le profit par rapport au chiffre d'affaires. Quelle part de l'argent va dans les dépenses? Quelle part de l'argent est investie dans quelque chose qui fait croître le bénéfice net de la ligue pour ses propriétaires? C'est dans cette zone grise que les choses se décident réellement. Donc non, le monde n'est pas aussi simple que profit contre chiffre d'affaires. Je pense que c'est clair. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, tu ne peux pas justifier une augmentation de salaire. C'est simple. Si tu investis dans quelque chose qui prend de la valeur avec le temps, en quoi cela ne serait-il pas pertinent par rapport au chiffre d'affaires global qui entre? Si tu as acheté une maison parce que tu le voulais, qui continue de prendre de la valeur et que tu possèdes la maison, au final, ton bilan, tes actifs valent beaucoup plus. Comment cela ne ferait-il pas partie de l'équation? Tu peux ne pas être d'accord, mais plusieurs propriétaires pensent autrement, puisque 3 propriétaires de la Women's National Basketball Association ont payé 250 millions de dollars chacun lors de l'expansion. Ils n'ont pas fait ça pour aller perdre de l'argent.
Je pense juste que tu ne peux pas vraiment comparer quand la NBA génère 11 milliards de dollars par an et que nous perdons 250 millions de dollars. Nous gagnons moins d'argent. Personne n'a dit qu'il perdait 250 millions de dollars. Ce chiffre est inventé. Pourquoi comparer à la NBA? Ma question est différente. Qu'est-ce qu'il y a dans la Women's National Basketball Association qui fait que les joueuses ne devraient pas recevoir 50% des revenus si c'est le pourcentage que les joueurs de la NBA et les ligues du monde entier touchent? Parce qu'elles ne sont pas rentables. D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Kathleen? Elles ne sont pas rentables. Catherine? Désolée, Catherine. Je m'excuse. Je m'excuse, Catherine. Si j'avais une employée qui voulait plus d'argent, je lui demanderais « Est-ce que tu me fais gagner plus d'argent? Et si tu perds 250 millions de dollars par an, 50 millions de dollars, 10 millions de dollars, peu importe, non quoi. » Où perd-on 250 millions de dollars? Ce chiffre est inventé. Personne ne l'a dit. Ouais, mais la Women's National Basketball Association ne perd pas d'argent. Au contraire, elle en gagne plus que jamais. Donc, c'est illogique. Les revenus ont considérablement augmenté année après année après année. C'est la question ouverte, bien sûr. On sait que la majorité, si on reste dans la réalité, on sait que la majorité des équipes de la Women's National Basketball Association gagnent de l'argent. On sait que la Women's National Basketball Association vient de signer un nouveau contrat de droits médiatiques. Pour ceux qui sont à la maison et qui veulent savoir comment ça fonctionne vraiment, les contrats de droits médiatiques sont le moteur financier qui détermine la rentabilité ou les pertes des ligues sur le long terme. Jusqu'en 2025, le contrat de droits médiatiques de la Women's National Basketball Association, signé il y a 10 ans, ne le permettait pas. Mais un nouveau contrat de droits médiatiques qui valorise le travail effectué sur ESPN et avec d'autres partenaires à 200 millions de dollars au lieu de 33 millions de dollars change complètement les chiffres. Quand on regarde la hausse de la fréquentation, les revenus changent de façon significative. Donc, quand on met tout ça ensemble, au final, oui, les chiffres sont en nette hausse, mais oui, c'est un chiffre inventé. Je ne vois pas d'où tu sors ça, mais ça n'a aucun lien avec la situation. Je pense que tu as peut-être confondu la rentabilité avec les frais d'expansion. D'accord. Eh bien, on sait que la télévision... De toutes les manières possibles. L'audience télévisée a augmenté de 30%. Au cours de l'année écoulée, les revenus de la Women's National Basketball Association ont doublé depuis 2019. Alors, Catherine, donne-nous ton interprétation. Est-ce qu'on constate un manque d'intérêt pour le sport féminin ou est-ce que c'est simplement qu'il ne semble pas y avoir d'équité dans les profits? Oh, je suis tout à fait d'accord que même s'il n'y a pas encore d'équité dans les profits, on constate clairement une augmentation de l'audience pour le sport féminin. L'effet le plus remarquable de Caitlin Clark, c'est que son influence dépasse le basketball. Elle a complètement amené les gens du monde entier à prêter attention aux femmes dans tous les sports. Et donc, nous voyons, vous savez, la vague Caitlin de la plus belle des manières. Et les gens commencent enfin à s'intéresser et à suivre, peu importe le sport qu'ils suivent, que ce soit le football, le cyclisme ou le hockey sur glace féminin. Il y a une Caitlin Clark dans chaque sport qui fait avancer les choses de façon incroyable pour nous toutes. Et nous sommes reconnaissantes pour ce qui se passe au sein de la Women's National Basketball Association. Nous avons toujours pris la parole dans le sport féminin, surtout ces 10 à 15 dernières années, sur des sujets comme l'égalité salariale et les chances égales. C'est justement un point que nous pouvons mettre en avant. Comme nous le savons, le Tour de France féminin, connu sous le nom de Tour de France Femmes avec Zwift, a lieu en ce moment même. Et c'est une course que beaucoup d'entre nous attendaient depuis longtemps, nous qui nous sommes battus pour qu'elle voie le jour pour la visibilité sur les ondes, et aussi pour qu'elle existe vraiment. Et le fait que cela se produise maintenant et que le monde du cyclisme voit un retour sur investissement, non seulement dans le cyclisme féminin, mais dans tout le cyclisme, parce que de plus en plus de personnes regardent. De plus en plus de personnes peuvent enfin dire que ça n'a pas d'importance, que ce soit un homme ou une femme, que je regarde courir ou participer à un sport. Tout ce que je veux, c'est voir un beau match se jouer. Et c'est enfin ce qui se passe.
Quand on parle de retour sur investissement, de profit et de perte, il faut voir une image plus large, pas seulement l'origine, mais aussi la situation actuelle et l'avenir. Qu'en penses-tu, Howard? L'idée que est-ce une rémunération équitable pour la même quantité d'efforts qu'ils fournissent. Est-ce que cela doit toujours se résumer au profit ou bien parle-t-on simplement de la bonne vieille exploitation des genres? Howard, est-ce ce que tu nous entends? On a peut-être un souci de son avec Howard. Pearl, je te pose la question. Qu'en penses-tu? Et qu'en est-il d'une rémunération équitable pour les efforts qu'ils fournissent? Les femmes ont beaucoup de chance dans cette société. Nous avons tellement de chance d'avoir des sports féminins tout court. Je pense que nous avons énormément de chance de pouvoir pratiquer des sports, même si nous fonctionnons à perte. Et c'est très frustrant quand j'entends des femmes se plaindre et pleurnicher parce qu'elles ne sont pas assez payées. Quand j'ai des membres de ma famille qui sont dans l'armée, des membres de ma famille qui font les métiers difficiles dans la société, et vous vous plaignez parce que vous n'êtes pas assez payé pour dribbler un ballon de basket, personne ne regarde le sport féminin. J'en ai fait. C'est insensé. C'est totalement insensé. La raison pour laquelle la raison pour laquelle les gens regardent Caitlin Clark, c'est à cause du drame. Donc, les gens aiment un peu voir les disputes sur le terrain. Personne ne regarde la Women's National Basketball Association pour voir une série de lay-ups ratés. Et j'ai joué au basket pendant 20 ans, d'accord? J'ai joué à l'étranger. Tu sais, mais je dois être honnête. Toutes les personnes qui se plaignent de l'égalité salariale, elles n'étaient jamais à mes matchs. Jamais. Donc, ils sont comme se plaindre et gagner de l'argent. Vous gagnez de l'argent grâce à ça. Il est possible qu'il y ait une certaine jalousie par rapport à l'endroit où la Ligue en est aujourd'hui comparée à ce qu'elle était avant, parce que les gens ne regardent pas pour le drame. Ils regardent pour la capacité à jouer au basket, ce que Caitlin démontre si magnifiquement, qu'elle en est pleinement capable. C'est une joueuse de basket fantastique. Et donc, Oh là là, je n'arrête pas de demander. pensez à ça. Elle est vraiment incroyable. Oui. Donc, je veux dire, les femmes ne se plaignent pas. Se battre pour l'égalité salariale, ce n'est pas se plaindre. Et nous sommes, le monde a de la chance qu'il existe des ligues sportives professionnelles pour les hommes ou pour les femmes. Vous savez, dans tous les cas, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas seulement chanceuses. Nous créons notre propre chance. Et les cigares pour femmes se sont développés. Il y a un homme en Alaska qui meurt pour que nous puissions avoir de la chair de crabe, de la viande de crabe. Chaque bateau qui part, c'est comme 3 mois en mer. Il y a un gars qui meurt, littéralement. Ce sont les conditions de travail dans lesquelles ils vont. Je ne les vois jamais se plaindre ou râler. Tu sais, j'ai des cousins qui font des travaux manuels très durs dans la construction, où ils sacrifient leur corps pour faire tourner la société. Et vous pleurez car vous n'êtes pas assez payé pour dribbler un ballon? Allez vous faire voir, c'est ce que je ressens. Personne ne pleure. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez de la chance d'avoir une ligue déjà, vous ne gagnez pas d'argent. Donc si vous voulez être mieux payé, augmentez les bénéfices, pas le chiffre d'affaires, ce que vous ne saviez même pas différencier. Et c'est ça le problème que je rencontre. Vous vous plaignez et vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes privilégiés et pleines de droits. Que l'on parle de chiffre d'affaires ou de bénéfices, on sait que les audiences télévisées pour le basket féminin ont augmenté de 23% par rapport à l'année dernière. La fréquentation a augmenté de 13%. En 2025, les ventes de billets ont augmenté de 26%. Et les produits dérivés de la Ligue ont augmenté de 450%. Comment peux-tu dire que personne n'est intéressé, Pearl? D'accord, ça augmente, mais l'audience reste bien plus basse que celle des hommes. Personne ne prétend que c'est comme pour les hommes. Mais pourquoi ne pas leur accorder un pourcentage sur la vente de leurs produits dérivés? Le basket féminin ne perçoit pas de pourcentage sur la vente de ses produits dérivés, contrairement aux hommes. Pourquoi devrait-on autoriser la vente d'un maillot de basket avec le nom de Caitlin Clark dessus alors qu'elle ne touche aucun argent là-dessus? Je vais vous donner un exemple. J'ai joué au volleyball. J'ai joué au volleyball à l'étranger. Et, pour être honnête, nos salles de sport étaient presque vides. Il y avait 10 ou 15 personnes, souvent juste des parents ou des petits amis. Mais on était plutôt bonnes. On est allé jusqu'au Final Four.
À ces matchs-là, bien sûr, notre audience a peut-être augmenté de 23%, mais c'est comme, d'accord, il y avait 20 personnes au match. C'est l'équivalent de la Women's National Basketball Association à grande échelle. Tu peux nommer 5 joueuses de la Women's National Basketball Association. Mais juste parce que les gens ne se déplacent peut-être pas pour certains sports, s'ils viennent et remplissent les stades pour la Women's National Basketball Association, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a plus? Ça reste peut-être un nombre plus petit, mais c'est plus qu'avant. Eh bien, combien coûte la location du stade? Combien coûtent les entraîneurs? Combien coûte le marketing? Peu importe si vos coûts dépassent ce que vous gagnez. Et c'est ce qui se passe dans la Women's National Basketball Association. Leurs coûts dépassent leurs revenus. Peu importe si ces derniers augmentent, vous perdez toujours de l'argent. Et le problème, comme toi et moi l'avons souvent dit à propos des gens des médias, c'est qu'en général, ils n'ont jamais eu à diriger beaucoup de personnes. Et je ne parle pas de toi, mais en général. Donc, il faut bien trouver l'argent quelque part pour payer toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et ce qui se passe sans cesse, c'est qu'ils continuent de dire « payez-moi plus, payez-moi plus ». Eh bien, gagnez de l'argent comme les hommes. Vous voulez l'égalité salariale? Gagnez autant d'argent. Et pourtant, on a beaucoup de choses. Vas-y, Catherine. Oui, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Mais je pense d'abord qu'il est très important que nous mentionnions la statistique la plus récente, à savoir que tout récemment, au cours des dernières 24 heures, la carte de débutante de Caitlin Clark s'est vendue pour $660 000, soit 8,5 fois son salaire annuel de $76 000. C'est donc la somme la plus élevée jamais atteinte lors d'une vente aux enchères publiques pour une athlète féminine. Donc même si la Ligue génère des revenus, vous savez, et pas très souvent, non seulement cela, mais vous savez, la Ligue féminine attire plus de téléspectateurs que jamais auparavant. Il est vraiment important de rester à jour avec ce qui se passe. Et ce qui se passe vraiment en ce moment, parce que je sais que dans le passé, il n'y avait pas autant de téléspectateurs pour de nombreux sports féminins, mais nous sommes en train de changer cela. C'est ce qui arrive actuellement partout dans le monde, surtout avec les plateformes de streaming qui offrent de la visibilité. Toujours pas de bénéfices. Et nous avons retrouvé Howard. Bon retour parmi nous, Howard. Nous avons eu un problème technique et nous vous avions perdu. C'est bien de vous avoir de retour. Nous allons passer à la prochaine partie de l'émission. Nous parlions de rémunération équitable. Parlons de la rétention médiatique, car il ne fait aucun doute que, même si cela concerne un public moins nombreux que pour les hommes, les chiffres d'audience et le nombre de spectateurs pour le sport féminin sont en augmentation. Mais oui, cela reste encore en deçà des chiffres que les ligues masculines atteignent. Par exemple, si nous détournons notre attention du basketball pour nous intéresser au football féminin, on estime qu'environ 3,4 millions de personnes ont assisté à la Coupe du monde masculine de la Fédération internationale de Football Association en 2022, tandis que le tournoi féminin en 2023 a attiré un peu moins de 2 millions de spectateurs. Il persiste une différence dans le nombre de personnes prêtes à payer et se déplacer pour les matchs féminins. Alors, Howard, vous êtes commentatrice sportive. Pourquoi les événements sportifs féminins, les tournois sportifs féminins, attirent-ils moins d'attention, que ce soit à la télévision ou en personne? Eh bien, écoutez, je rejette la prémisse de la question. Vous pouvez revenir à de nombreux exemples où le sport féminin a reçu autant d'investissements et de promotions et constater que c'est le contraire qui est vrai. Ici, aux États-Unis, plus de 26 millions de personnes ont regardé la Coupe du monde féminine de la Fédération internationale de Football Association 2015, ce qui représente la plus grande audience pour un match de football dans ce pays, hommes ou femmes confondus. Vous pouvez regarder les finales nationales de basketball universitaire 2024. Le tournoi féminin avec Caitlin Clark a attiré 18,9 millions de téléspectateurs. Le tournoi masculin a réuni 14,7 millions de téléspectateurs. Mais ce qui arrive très souvent ici, c'est qu'il y a une confusion entre les moyens et les résultats, et les moyens sont fournis de manière inégale. Cela conduit à des résultats inégaux qui sont ensuite utilisés pour justifier le prochain moyen fourni. Et encore, nous voyons cela se produire dans le sport féminin. Perle, es-tu d'accord ou pas avec ce sentiment? N'est-ce pas le même investissement? Est-ce que ça mérite le même investissement? Les femmes ne sont pas aussi divertissantes que les hommes. Donc, quand les femmes deviendront aussi divertissantes que les hommes, vous verrez que l'audience sera presque la même et qu'il y aura plus d'investissement.
Oui, en fait, c'est déjà le cas. En réalité, on voit souvent les femmes dépasser les hommes lorsqu'on leur accorde à peu près la même attention dès le départ. Mais je veux dire, ton opinion personnelle, bien sûr, n'a aucune influence sur les chiffres réels tels qu'ils existent. Catherine, qu'en penses-tu? Oui, je suis entièrement d'accord avec Howard là-dessus, et je pense qu'il est aussi important qu'on parle de l'aspect visibilité. Et nous sommes toujours dans une période où, lorsqu'il s'agit de diffuser des sports féminins à la télévision, les femmes sont reléguées au second plan. Nous ne sommes pas toujours mises en avant, pas comme les hommes. Excusez-moi, je parle encore. Allez, quand nous avons des... Laisse juste Catherine finir, Pearl, et ensuite je viendrai vers toi pour une réponse. Lorsque les femmes auront une place égale à la table des décisions concernant le moment et l'endroit où nous sommes vus, nous verrons un changement dynamique de visibilité pour le mieux. Et la plupart de cela se produit parce que les gens s'en tiennent à la tradition. Les hommes obtiennent les meilleurs créneaux, vous savez, beaucoup plus souvent que les femmes lorsqu'on parle des heures de grande écoute. Quand cela changera, vous verrez cette dynamique évoluer et cela changera tout. Cela changera les profits, cela changera tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela commence enfin à arriver. Nous ne sommes plus simplement diffusés à 10 heures du matin, un dimanche, comme c'était le cas auparavant. Cela commence enfin à gagner en visibilité, mais nous devons encore provoquer un changement radical à ce niveau-là. Et l'autre aspect, ce qui est très encourageant, c'est qu'à mesure que nous voyons cela se produire de plus en plus, cela influence d'autres décisions. Très franchement, c'est ce que nous avons vu avec Caitlin Clark. Caitlin Clark était une étudiante de première année, l'année où ESPN a commencé à diffuser tous les matchs du tournoi National Collegiate Athletic Association féminin. La première diffusion d'un match à la télévision nationale sur American Broadcasting Company aux États-Unis a attiré 1,6 million de téléspectateurs, ce qui a favorisé une visibilité croissante et plus de spectateurs. C'est quelque chose de très simple. Les gens ne peuvent pas suivre un sport. Ce n'est pas parce qu'elle est si loin. J'aime vraiment interrompre tout le monde. Les gens sont... Pearl, qu'en penses-tu? C'est un peu plus une opportunité de pouvoir voir ces sports se dérouler. Quand ils peuvent voir ces sports se dérouler, suivre ces sports, obtenir une meilleure couverture médiatique pour ces sports, ce qu'on constate à Dan, c'est que les gens s'investissent en nombre égal, voire supérieur, à celui qu'on observe souvent pour l'équivalent masculin. Mais au final, on observe une énorme croissance dans le sport féminin, là où elles ont l'opportunité de montrer ce dont elles sont capables. Et Pearl, tu disais que les femmes ne sont pas aussi divertissantes? Mais que penses-tu de l'argument de Howard, selon lequel un nombre bien plus important de personnes ont regardé l'équipe féminine de football des États-Unis jouer leur match que n'importe quelle équipe masculine américaine de football? Ça peut arriver sur un match, mais sur toute une saison, l'audience reste toujours plus élevée pour les hommes. Et que penses-tu de l'argument selon lequel si on ne valorise pas quelque chose, si ce n'est pas priorisé, les gens ne peuvent pas le voir? Donc, si ce n'est pas mis en avant à l'écran, les gens ne peuvent pas le valoriser. Vous êtes dans le show business. Il y aura de petites chaînes YouTube, des chaînes YouTube minuscules, où si elles ont un extrait divertissant ou un segment amusant, leur vie entière changera du jour au lendemain. Si le sport féminin était si divertissant que les gens voudraient le regarder, les extraits deviendraient viraux et les gens trouveraient un moyen de le regarder. Mais ce n'est pas divertissant. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois que les femmes prennent... Je peux te dire à quelle fréquence ces extraits deviennent viraux. À chaque fois. Chaque fois que les femmes subissent un échec dans la vie, le monde doit leur dire qu'elles ne l'ont pas vraiment subi. Dans le sport féminin, on ne gagne pas d'argent et l'audience est moindre que celle des hommes. C'est un échec, non? Nous ne sommes pas aussi divertissantes. Le monde devrait simplement nous dire d'être plus divertissantes et de mieux faire notre travail au lieu de blâmer les hommes. En gros, ça dit que ce n'est pas votre faute car vous n'avez pas de place à la table, écart salarial, etc. Alors qu'en réalité, c'est à nous qu'incombe la responsabilité d'être divertissante et d'attirer le public. D'accord, Howard, faut-il être divertissant ou professionnel? Je veux dire, c'est un faux choix. Encore une fois, nous avons pu vous fournir énormément de données sur le public, sur la fréquentation, sur les revenus, encore et encore. Au final, c'est votre public qui décidera, non? Pensez-vous que le public va fortement augmenter? Augmentez-vous la fréquentation? Voyez-vous l'augmentation des revenus?
Ou alors, vous décidez simplement que, comme Pearl trouve qu'ils ne sont pas divertissants, il faut écouter n'importe qui d'autre. Je suivrai la recommandation. Je vais vivre réellement et en tirer une conclusion. Vous êtes des nerds, non? Beaucoup veulent faire ça. D'accord, nous n'avons pas besoin de recourir aux insultes. Alors, évitons les insultes. Mais Catherine, laisse-moi te demander ceci. Catherine, attends juste un instant, Pearl. Un instant. Merci, Pearl. Et nous allons poser une question à Catherine. Ne crois pas ce qui se passe vraiment. D'accord, Catherine. Je suis curieuse de connaître ton avis là-dessus. Pearl, juste pour... Les gens leur expliquent ce qu'est la Women's National Basketball Association. Merci, Pearl. Nous reviendrons vers toi avec une réponse. Catherine, en 2024, nous avons mené une vaste étude médiatique qui a révélé que 15% de la couverture sportive mettait en avant le sport féminin. Si c'était rentable, si les diffuseurs voyaient que cela allait améliorer leurs résultats financiers et augmenter l'audience, n'augmenteraient-ils pas ce pourcentage et n'en montreraient-ils pas davantage? Est-ce que cela prouve qu'ils n'y investissent pas non plus? Peut-être parce que cela ne leur rapporte pas suffisamment? Je suis d'accord. Vous savez, et je dis ça en tant que fier nerd parce que j'associe le fait d'être nerd aux personnes qui sont instruites sur le sujet dont elles parlent. Donc, je vais mettre toute ma force de nerd et dire qu'absolument je... Eh bien, le fait, c'est que vous croyez plutôt les femmes. Un instant, Pearl. Catherine parle d'abord, puis à toi. Oui. Tu sais, toi aussi, tu as déjà... Je pense vraiment que lorsque nous parlons de la question de la visibilité, et si nous disons que, eh bien, le sport féminin n'est pas aussi visible, qu'il n'est qu'à 15%, ceci ou cela, c'est vraiment parce qu'il faut toujours revenir au fait que lorsque les femmes sont vues, alors la visibilité et l'audience vont augmenter. Ça ne peut pas se passer autrement. Je peux d'ailleurs donner un très bon exemple de cela. Encore une fois, je reviens au cyclisme, mais cela concerne en réalité une vision plus large. Mais il y a des années, il y a 11 ans, nous avons réalisé un film documentaire sur le cyclisme féminin. Et croyez-le ou non, à l'époque, je travaillais pour ESPN et ils ont refusé cette idée de faire un film sur le cyclisme féminin en disant « Oh, mais personne ne regarde le cyclisme féminin ». J'ai dit, il ne le regarde pas, car il n'y a aucun moyen de le voir. Je me suis ensuite retirée et ai réalisé ce documentaire indépendamment. Et lorsque nous avons eu recours au financement participatif pour réaliser ce film, il s'est avéré que 16 pays différents à travers le monde faisaient partie de notre groupe de donateurs. Il y avait autant d'hommes que de femmes parmi les donateurs, tous fans de cyclisme, qui ont permis à ce film de voir le jour. Ces personnes voulaient juste en apprendre plus et regarder plus de courses féminines. Pour faire court, ce qui en est ressorti, c'est que Off the Road, le film sorti en 2014, que les gens pensaient que personne ne regarderait, a finalement été diffusé dans 180 pays. Et nous avons remporté tout un tas de festivals de cinéma, tout ça parce que les gens voulaient voir quelque chose qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de voir. Et c'était des femmes à l'écran pratiquant un sport qu'elles aimaient. Donc, si nous appliquons cette logique à chaque sport féminin, tout ce dont nous avons besoin, c'est de visibilité, et les fans soutiendront pleinement celles qui existent déjà. Cela attirera de nouveaux fans qui ignorent l'existence du sport, puis ils le deviendront à vie. Et ensuite, tout le sport, aussi bien du côté masculin que féminin, va progresser. Nous avons pu voir cela se produire dans le cyclisme féminin. Encore une fois, ce n'est qu'un sport. Nous voyons cela dans la Women's National Basketball Association. Et je pense qu'il faut aussi revenir à ce que Billie Jean King a fait pour le tennis. Avant Billie Jean King, le tennis féminin était ignoré car peu savaient qu'il existait. Et elle, une joueuse dans le monde du tennis à l'époque, a provoqué ce changement. Dans le cyclisme féminin, nous avons agi pour ce changement il y a des années. Et maintenant, les femmes qui jouent actuellement au basket sont les actrices du changement, tout comme le football féminin l'a fait il y a quelques années. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut des personnes au sein de l'organisation pour se lever et se battre pour ce qui est juste. Et il n'y a qu'une histoire heureuse à raconter lorsque les femmes sont enfin vues à égalité sur toutes les plateformes de visibilité. D'accord, je peux y aller maintenant? Je peux y aller? S'il te plaît. Donc, ce qui se passe dans les médias, je vais finir mon point de vue de nerd. Ce n'est pas vraiment censé être une insulte.
Désolée si c'est l'impression donnée. Mon point est que dans les médias, beaucoup gagnent de l'argent en se faisant passer pour des victimes, non? Donc elle profitera de son documentaire en se plaignant. On ne nous donne pas assez, je suis freinée parce que je suis une femme, etc. Et j'ai raison, voici mes données. Je dis aux gens, ne me croyez pas, ni les personnes sur le plateau, car les études peuvent être financées par n'importe qui. Ils peuvent manipuler les chiffres pour ne pas vous montrer ce qui se passe vraiment. Mais regardez dans votre vie réelle et demandez aux gens, est-ce que tu regardes la Women's National Basketball Association? Nomme 5 joueuses de la Women's National Basketball Association. Et ce que tu vas découvrir, parce que j'ai fait du sport pendant 20 ans, j'ai joué à l'étranger, j'ai joué à l'université, c'est que nous n'avons tout simplement pas la même affluence que les hommes. Et c'est très rentable. C'est très rentable de se poser en victime. Alors, ce qu'elles vont faire, c'est dire que c'est tellement difficile d'être dans le sport féminin ou de jouer dans des équipes féminines. Certains hommes là exercent des métiers très difficiles, comme goudronner les routes. Ce sont eux qui font les travaux manuels et ils n'ont aucune visibilité. Nous avons de la visibilité. C'est à quel point nous sommes une classe privilégiée en tant que femmes. C'est nous qui avons de la visibilité parce qu'on ne gagne pas assez d'argent en dribblant un ballon de basket dans une ligue non rentable. Mais il y a des hommes qui meurent pour construire l'infrastructure qui leur permet de jouer au basket, n'est-ce pas? Ils obtiennent notre nourriture sans aucune visibilité, d'accord? Et ce qu'elle a dit... Très bien. Laissez-nous juste un instant sur ce point, Pearl. Laissez-moi passer la parole à Catherine et Howard pour une réponse. Tout d'abord, je ne sais pas par où commencer. L'idée absurde qu'ignorer tous les faits et données, car tout serait manipulable, suffit à se concentrer sur ce que Pearl considère comme la réalité, alors qu'il a publiquement soutenu que les femmes ne devraient même pas avoir le droit de vote. Je veux dire, ça me sidère complètement. Catherine, évidemment, tu dois être félicitée pour ce que tu as réussi à faire, c'est-à-dire présenter une histoire captivante qui a finalement trouvé son public et même au-delà. Et cela revient au point fondamental ici, à savoir que personne ne soutient qu'il devrait y avoir une sorte de classe privilégiée impliquée ici. Il devrait simplement s'agir du fait que si nous créons une situation dans laquelle les sports masculins et féminins bénéficient d'un investissement équivalent, alors ce qui se passe ensuite est un véritable reflet du marché. Lorsque nous avons un marché dans lequel les décisions sont prises sur la base d'idées rétrogrades concernant le sport féminin qui ignorent les énormes audiences que nous voyons pour le sport féminin lorsqu'elles bénéficient d'une égalité des chances, eh bien sûr, par définition, les résultats seront disproportionnellement orientés vers les hommes. Et donc, oui, je suis un peu méfiant et ça me va très bien. Je serai du côté de l'idée des intellos, à savoir que nous allons accepter les données et la compréhension de base du monde tel qu'il fonctionne, plutôt que de suivre une personne rétrograde au hasard qui semble crier les opinions les plus bruyantes et les plus en colère. Oui, je vais m'en tenir au fait que... Ne m'écoutez pas. Écoutez ce que vous vivez réellement. D'accord, Alors, nous avons un rare point d'accord. Ce que nous voyons avec les audiences de la Women's National Basketball Association, par exemple, c'est la réalité, et vos déclarations aléatoires à ce sujet. Et peu importe combien de fois vous le dites, ce n'est pas vrai que les gens ne regardent pas. Cela n'est pas confirmé par la réalité. Mais sur quoi puis-je me baser, à part les audiences que nous voyons à la télévision, et le fait que je continue de couvrir des matchs qui affichent complet à chaque fois? Je suppose que ces personnes sont inventées dans votre esprit. Est-ce que c'est rentable? D'accord. D'accord, Catherine. Je vais te donner une réponse concernant les commentaires de Pearl à propos de ton documentaire. Puis à la dernière partie. D'accord. Eh bien, je dois commencer par une blague là-dessus. Personne ne fait un film documentaire pour gagner de l'argent. Nous le faisons parce que nous aimons vraiment le sujet dont nous parlons. Et la dernière chose, mais ce n'était pas du tout un film larmoyant, mais en réalité un film très festif. Si vous souhaitez découvrir la moitié de la route et vous faire votre opinion, n'hésitez pas. Mais honnêtement, je dois dire, Pearl, que je suis un peu choquée par certaines de tes opinions, mais je te remercie aussi d'apporter ce point de vue, car cela nous montre à quel point nous devons nous battre encore plus pour l'équité. Et je pense vraiment qu'il est important que nous ayons cette perspective. Nous ne sommes pas toutes au même niveau en ce qui concerne le progrès.
Et parfois, cela peut freiner le développement. Et vous savez, même si j'espère toujours que toutes les femmes sont sur la même longueur d'onde pour s'entraider et célébrer l'évolution du sport féminin, je sais qu'il y a des moments où ce n'est pas toujours le cas. J'ai l'impression que c'est là où nous en sommes avec nos points de vue différents. Je vais célébrer cela. Les résultats sont équitables. Être rentable permet d'avoir la même, voire meilleure audience que les hommes. Nous faisons venir Bill. Quand le basket féminin générera autant que celui des hommes... Eh bien, nous verrons ça un jour. En fait, nous venons juste... de vouloir tendre la main. Nous verrons cela. Nous verrons le jour où le sport féminin rapportera des milliards de dollars. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas le cas actuellement, c'est à cause des différences de capacité d'audience. Le reste va suivre grâce à celles d'entre nous qui se battent pour cela. D'accord. Et d'accord, au fait, juste pour le souligner, la croissance est indéniable. Ce que nous savons de façon définitive, c'est que les chiffres augmentent, tant en termes d'argent qu'en termes d'audience. Et donc, nous continuons à voir que ça va dans cette direction. Et c'est très étrange que les hommes soient d'une certaine manière toujours au centre, Perle, dans ton esprit, quoi qu'il arrive. Au lieu de dire « Oh, regardez, le sport féminin en soi », au lieu d'essayer de le dénigrer en le comparant à quelque chose qui a reçu beaucoup plus d'investissement et qui existe depuis bien plus longtemps, le sport féminin continue de se développer. Pourquoi n'est-ce pas un moment de célébration pour toi alors que nous voyons les investissements arriver en même temps que cela? En fait, je vais te dire, c'est une excellente question. En fait, ça mérite vraiment que les femmes veuillent toujours un traitement spécial pour tout. Elles veulent qu'on leur donne tout. Et elles sont... Tu ne réponds pas, Pearl. Ce n'est pas une question de traitement spécial. Pearl répond directement à la question, puis on passe à autre chose. Oui. Pourquoi tu ne réponds pas à la vraie question? Oui. Au lieu de ramener tout à toi? À perte depuis 50 ans, et ça n'existerait plus. Mais les femmes ne peuvent pas. Mais la question de Howard était « Pourquoi ne devrait-on pas célébrer leur succès pour ce qu'elles ont accompli aujourd'hui ?» Ce n'est pas un vrai succès, c'est subventionné. S'il l'était, il serait rentable. Je n'aurais pas ce problème. Eh bien, je suppose que le succès est subjectif. Mais écoute, nous parlions justement de regarder vers l'avenir. Alors, laissez-moi passer à notre dernière partie, parce que vous avez tous soulevé des points sur la façon dont cela pourrait évoluer à l'avenir, espérons-le, vers plus de réussite. Mais comment y parvenir? Parce que le simple fait est que le sport féminin, le combat pour les salaires à la Women's National Basketball Association a suscité tellement d'attention. Peut-être parce que c'est le signe que les temps changent. C'est sur le radar des gens, on en parle, on commente le sujet de façon plus large. Mais comment transformer ces mots en action? Comment évaluer les obstacles rencontrés par les femmes pour devenir athlètes professionnelles? Et pour répondre à la remarque de Howard, comment célébrez-vous les succès qu'elles ont accomplis et comment pouvez-vous vous appuyer dessus pour aller plus loin? Catherine, permettez-moi de vous poser la question en premier car vous avez une expérience de travail avec des femmes dans ce domaine. Les femmes ont rejoint tous les secteurs professionnels avec des salaires plus bas que les hommes. Dans le sport en particulier, leurs ligues n'existent pas depuis aussi longtemps que les ligues masculines. Quelles autres barrières rencontrent-elles? Et mettons la même énergie à les aider à surmonter ces obstacles qu'on en a mis dans d'autres formes d'inégalité de genre par le passé. Oui, c'est une excellente question parce qu'on a vu cela se produire à de nombreuses reprises dans le sport féminin où un salaire bas signifie qu'une femme va devoir. Un salaire bas dans le sport signifie qu'une femme devra aussi cumuler plusieurs emplois à temps partiel juste pour joindre les deux bouts, en plus de sa carrière professionnelle dans le sport. On l'a clairement vu dans le cyclisme. Et donc, l'une des choses qui se passe et qui doit continuer à se passer, c'est de revendiquer un salaire de base qui soit un salaire décent et qui soit équivalent à celui des hommes dans le sport. Et bien sûr, comme tu peux probablement l'imaginer, je vais faire le parallèle avec le cyclisme, où pendant de très nombreuses années, on considérait que les femmes ne méritaient pas de salaire de base. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Union cycliste internationale il y a 10 ans.
Et ce qui se passait, c'est que les femmes qui atteignaient le niveau World Tour, qui est le plus haut niveau dans le cyclisme, recevaient une maigre allocation, tu sais, qui n'était fixée par aucun décret ou règlement officiel à aucun niveau. Donc, certaines athlètes gagnaient moins de 10 000 $ en essayant de courir professionnellement et devaient vraiment cumuler d'autres emplois en plus de ça. Nous avons donc réclamé un salaire minimum pour les femmes, instauré seulement en 2020. Et les femmes au niveau World Tour ont maintenant un salaire minimum de 35 000 €. Ce n'est pas beaucoup. Nous essayons de le monter à 50 puis 100 pour progresser petit à petit. Mais le fait est que nous devons encore nous battre autant juste pour avoir les mêmes droits, pour la même quantité de travail que les hommes et le même nombre de courses qu'eux. Et je pense qu'il est très important de comprendre qu'aucune femme dans le sport professionnel ne demande la charité. Elle demande un salaire égal par rapport aux heures égales et aux courses et aux matchs égaux qu'elles effectuent. Et donc, ce sont des choses qui doivent souvent être prises en compte. Laisse juste Catherine finir, Pearl. Équilibré. Oui, Pearl, laisse Catherine. Merci. Ce sont souvent des sujets à aborder où les auditeurs pensent « Oh, ils ne font pas ceci ou cela ou ne comprennent pas ». Et puis, ce qui se passe, c'est que les femmes, vous savez, font simplement partie de la tradition ou, parce que ça a toujours été comme ça, les femmes étaient moins payées. Et ça continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une rupture bienveillante, comme on le voit actuellement en Women's National Basketball Association, avec ces magnifiques t-shirts qui disent « Payez-nous ce que vous nous devez ». Et maintenant, les médias s'accrochent à cela et ont une histoire à raconter à ce sujet. Mais nous ne le savions pas, à moins d'entendre de l'intérieur du sport ce qui se passait réellement. Donc, ce sont des choses qui devront encore se produire dans tous les sports féminins jusqu'à ce que nous soyons à un niveau où nous pourrons négocier l'équité. Oui, c'est une longue réponse à votre question. Je pense que ce n'est que la moitié, mais je vais m'arrêter là. Pearl, le fait que nous voyons du changement, le fait qu'il y ait cette agitation, comme nous l'avons vu dans tous les autres domaines où cela s'est produit par le passé, n'est-ce pas inévitablement en train d'aller dans la même direction? Vous pensez peut-être que ce n'est pas la bonne direction, mais le sport féminin continuera de se développer. Je pense qu'il va grandir, mais continuer à perdre de l'argent. Il continuera à perdre de l'argent chaque année. Je n'ai rien contre l'égalité si les résultats sont équivalents. Mais encore une fois, ce que veulent les femmes, c'est qu'elles ne veulent pas faire le travail que les hommes ont fait. Elles ne veulent pas les résultats que les hommes ont. Elles veulent se plaindre de... Est-ce que tu vas la réprimander parce qu'elle m'a interrompu ou est-ce que c'est juste à sens unique? Tu sais, alors... Tu sais, ma prochaine question est, sais-tu combien gagnent les bûcherons aux États-Unis? Un bûcheron gagne 43 000 $ par an pour que vous ayez la chaise, comme le bois en arrière-plan, les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Nous menons une vie tellement privilégiée en tant que femmes, les pêcheurs de crabes. Encore une fois, quelqu'un est mort. Amen. Juste pour te ramener au sujet principal, Pearl, c'est juste parce qu'on se concentre sur le sport, on est presque à court de temps. Je veux juste savoir. Mon point, c'est qu'il n'y a pas de temps d'antenne pour ça. Toujours des plaintes, même sans rentabilité. Payez-moi plus. De l'argent. Je pense que je ne sais pas quelle preuve vous avez que les femmes ne veulent pas fournir les efforts. D'où tirez-vous cette affirmation? Elle ne le fait pas. Pour précision, cette femme a défendu publiquement que les femmes ne devraient pas voter. Je vais devoir affronter 3 personnes en même temps ici. Tout est là. Je suis tout seul face à 3 personnes. Howard, vas-y. Tu peux prendre tout ça avec des pincettes. C'est quelqu'un qui vit clairement pour attirer l'attention plutôt que pour les faits réels. Mais encore une fois, je veux juste réitérer et remercier Catherine pour ce qu'elle a pu accomplir. Et cela revient au fait que lorsque l'on regarde réellement les investissements appropriés dans le sport féminin, pour répondre à votre vraie question et non à une remarque aléatoire sur les bûcherons, on constate que des progrès ont été réalisés. Les progrès continuent de croître. Pearl a évidemment construit sa réputation en faisant semblant que ces choses n'existent pas. Mais je suis enthousiaste et encouragé par le fait que ce mouvement est tellement énorme qu'elle n'a pas vraiment réussi à percer. Et je le fais? Je suis désolé pour elle car je doute qu'elle réussisse un jour. Nous n'avons plus de temps.
J'aurais aimé que nous puissions continuer un peu plus longtemps parce que c'est évidemment un sujet très sensible. Tout le monde a beaucoup à dire à ce sujet, mais nous n'avons plus de temps. Donc malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là. Mais j'apprécie vraiment toutes vos contributions. Merci beaucoup à notre panel de nous avoir rejoints sur Counterpoint pour en discuter. Nous avons Catherine Bétrine, la directrice générale de la fondation Homestretch, qui offre un logement gratuit aux athlètes professionnels confrontés à l'écart salarial entre les sexes. Hawa Megdal nous rejoint. Il est journaliste sportif et auteur du prochain livre « Devenir Caitlin Clark » sur cette joueuse de la Women's National Basketball Association qui a battu tous les records. Et pour compléter notre panel, Pearl Davis, merci d'être avec nous, une youtubeuse américaine et commentatrice culturelle. Merci à tous pour votre aide à Counterpoint.